Alors, bien sûr, un chaleureux accueil à mes trois conférencières, donc Hélène, Christine, Marie-Claude. Merci, mesdames, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. C'est vraiment très, très apprécié. Je vais vous expliquer très rapidement comment on va fonctionner. Donc, je vais échanger une quinzaine de minutes avec chacune de mes invités. Puis, s'en suivra une période de questions qui va durer aussi à peu près un quart d'heure. Alors, je vous rappelle, avant de débuter, quelques éléments qui sont importants. Comme vous l'avez entendu, le webinaire est enregistré pour diffusion ultérieure, mais comme la plupart d'entre vous vont garder leur caméra et leur micro fermés, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour vous. Il est aussi, nous avons, comme vous le constatez, Marie-Jacques, qui est une interprète LSQ qui va nous accompagner pendant toute la durée de l'activité. Alors bonjour Marie-Jacques et merci. Et pour la période de questions, nous fonctionnerons avec la fenêtre questions et réponses principalement. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas à l'aise avec cette fenêtre qui parleront directement à l'écran, mais en général, on fonctionnera avec la fenêtre. Je vous invite d'ailleurs dès que nous aurons commencé avec nos invités, à poser vos questions par écrit pendant les interventions. Et enfin, si vous avez un problème technique, vous pouvez toujours écrire aussi dans le Q&A pour nous le signaler. Alors, je vous propose de démarrer. J'ai tout d'abord le grand plaisir d'accueillir Hélène Bourgeois. Alors, bonjour. Bonjour Pascal. Hélène. Bon. Je vais prendre 2 minutes, si tu permets, pour te présenter. Oui. Donc, Hélène Bourgeois est donc directrice à direction principale relations membres, clients et coaching chez Desjardins. Gestionnaire cumulant plus de 10 ans d'expérience dans des centres de relations clients, elle est actuellement en charge d'une direction spécialisée dans le coaching de compétences et reconnue pour ses qualités humaines, son dynamisme, ainsi que le développement de ses employés. Cela lui permet de toujours travailler dans l'intérêt de ses membres et clients. Alors, pour commencer, peut-être introduire, Hélène, ton intervention dans ton unité, qui est quand même une unité importante. Tu me disais 1800 personnes. Oui. C'est qui, en termes de type de handicap, les travailleuses et travailleurs que vous avez Oui, effectivement, dans le fond, Desjardins est un grand mouvement. Moi, je travaille plus spécifiquement pour la vice-présidence Accès Desjardins, 1800 employés. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de deux employés plus spécifiques qui ont vraiment un handicap au niveau visuel. Donc, c'est des employés avec qui on travaille dans notre quotidien et où on travaille sur un ordinateur. Mais je dirais qu'au travers de nos équipes, on a différents types d'handicap, que ce soit des troubles de personnalité limite, de la schizophrénie. On a plusieurs types d'handicap au travers de nos équipes et on doit s'adapter différemment d'une personne à l'autre. D'accord. Comme les participants sont là aussi beaucoup pour ça, je te demanderais de nous donner des exemples très concrets, justement, de processus, de pratiques en matière d'accueil d'intégration que vous avez mis en place. Donc, en gros, qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine très particulier? Dans ce domaine très particulier, je prendrais dans le fond l'exemple d'une de nos conseillères, que c'est un cas qui est un petit peu plus particulier pour nous. Comme je le mentionne, on travaille avec des ordinateurs et c'est une non-voyante complète, donc aveugle de naissance. Donc, ça amenait quand même certains défis, je dirais, au niveau de l'intégration et de s'assurer, dans le fond, de pouvoir lui donner le support nécessaire pour faire son travail. Donc, je dirais qu'au niveau de l'accueil et intégration, oui, il y a eu tout le processus d'entrevue, mais avant qu'elle entre en poste, on s'est assuré, dans le fond, d'être accompagné par un organisme qui est Horizon Travail, qui nous a accompagnés, dans le fond, dans l'intégration. Donc, nous donner du bagage pour pouvoir bien l'accompagner, la suivre, mais aussi
adapter l'ensemble de nos outils, que ce soit nos logiciels, nos attentes aussi envers cet employé-là, savoir un peu la dynamique de comment on allait l'accompagner. Tu sais, je vais donner des exemples concrets, là, comme tu voulais, Pascal, mais dans notre approche, dans le fond d'intégration, on a une formation en salle de 6 semaines. Donc, on a déjà dû adapter la formation parce que c'est en grand groupe. Donc, elle avait un accompagnement un peu plus personnalisé. Et ensuite, dans le fond, on l'a accompagnée via un coach, donc une personne qui est un accompagnement individuel, et on l'a adapté à ses besoins. Normalement, c'est un accompagnement pour l'ensemble de nos employés qui dure 1 semaine. Dans son cas, on lui a donné près de 6 semaines d'accompagnement avec vraiment quelqu'un là à côté d'elle pour pouvoir répondre à chacune de ses questions, puis s'assurer que s'il y avait des éléments qu'on n'avait pas vus ou des embûches niveau informatique, on puisse réagir immédiatement. D'accord. Tu parlais aussi du technicien informatique, etc. Oui. Donc, oui, des collègues, est-ce que vous avez fait des choses à ce niveau-là? Oui, mais en fait, je dirais que dans notre accompagnement, ce qu'on a fait, c'est on s'est assuré parce que notre employé, dans le fond, a un chien guide, comme elle est non-voyante. Donc, on s'est assuré pour sa tranquillité d'esprit puis la dynamique là, des interactions, qu'elle connaisse rapidement la personne qui allait être son gestionnaire immédiat, mais aussi s'assurer que c'était une seule personne qui était la relève pour pas bouleverser son environnement. Quand son gestionnaire était absent, c'était toujours la même autre personne qui allait accompagner. Comme je le mentionnais, on a un coach, donc c'est un poste d'une personne qui le développe, qui l'accompagne. Puis on s'est assuré, dans le fond, que ces 3 personnes-là suivent la formation, comprennent les besoins, dans le fond, de notre employé pour être sûr qu'on puisse l'accompagner au bon niveau, dans le fond, en faisant des interventions là, de qualité pour favoriser son intégration, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait une réussite, là, puis qu'elle puisse, dans le fond, réussir à atteindre l'ensemble de nos attentes et de notre organisation. Dans le fond, pour nous, c'est au téléphone et le membre ne voit pas qu'il y a une nuance, donc c'est important, dans le fond, de pouvoir l'accompagner pour qu'elle se sente bien aussi là-dedans. Oui, oui. D'accord. Tu me parlais aussi de l'emplacement du bureau, hein, quand tu me donnais des exemples concrets. Peux-tu juste développer cet aspect-là? Oui, sans problème. Dans le fond, vous comprendrez que on est dans une dynamique où on a des bureaux partagés, donc plusieurs personnes peuvent s'asseoir à l'endroit de leur choix. Dans notre cas, on lui a dédié un bureau assigné. C'est évident qu'elle avait certains logiciels, certaines technologies qui est attitrées à son poste, comme son clavier en braille pour pouvoir utiliser nos logiciels informatiques. Donc, on s'est assuré de lui mettre un seul environnement, mais aussi, c'est tout dans l'intégration. On passe à son chien, mais on l'a guidé plusieurs fois pour que son chien n'ait pas d'enjeu, se déplacer vers son bureau, même quand on avait des fois à la faire suivre des formations supplémentaires, s'assurer que son environnement de travail, dans le fond, on puisse vraiment bien l'accompagner. Donc, un emplacement spécifique, pensez juste à un plan d'évacuation, il fallait qu'on ait des personnes. Elle avait des personnes références autour d'elle si elle avait des embêtements à qui elle devait référer pour vraiment favoriser là, son environnement. D'accord. Et puis des enjeux de santé-sécurité éventuellement. Oui, effectivement. Qui ont été… Donc, est-ce que tu pourrais nous récapituler, tu as parlé de différents acteurs dans ces processus et pratiques. Pour toi, en résumé, c'est quoi les grands acteurs qu'il faut interpeller d'une façon plus importante, qui sont concernés en fait par cet accueil et cette intégration? Je dirais qu'il y a de nombreux acteurs qui sont interpellés, fait qu'il ne fallait pas les négliger. Au niveau de notre conseillère, c'est vraiment un aveugle de naissance. Donc, elle, c'était vraiment dans ses attentes d'être gérée ou structurée le plus normalement possible. Donc, au niveau de notre gestion quotidienne, elle voulait être considérée comme n'importe quel autre employé avec certaines petites particularités, mais dans notre gestion quotidienne, elle voulait vraiment pas avoir de différence. Donc, je dirais, on l'a mentionné, là, au niveau des techniciens informatiques, on est une entreprise qui a quand même de la sécurité. C'est pas n'importe quel logiciel qu'on peut mettre sur nos ordinateurs. Donc, il a fallu aussi arrimer avec nos équipes de TI. J'ai parlé du gestionnaire immédiat, dans le fond, des gestionnaires immédiats qui devaient
s'assurer de bien l'encadrer. Je parlais du coach qui lui a donné un accompagnement personnalisé, mais tu sais, même au niveau de l'entourage, des gens qu'elle avait autour, peut-être dans nos défis, tu sais, dans ce que ça nous amenait à nous questionner, c'est de s'assurer de rester toujours à la bonne place. Parce que oui, il y a l'accueil, mais il y a vraiment comment qu'on l'a intégré, mais s'assurer que ces logiciels fonctionnent, s'assurer que quand on fait des changements technologiques, ça continue de fonctionner pour elle, que c'est encore dans le fond naturel puis qui fonctionne là, malgré les changements parce qu'on est en constante évolution. D'accord. Est-ce que, justement, tu parlais du coach parmi ces acteurs? Oui. Est-ce que ce coach-là, juste préciser, c'est des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des qualités ou des compétences particulières pour jouer ce rôle? Oui, en fait, c'est vraiment des experts en coaching, en développement de compétences. Donc, oui, on est allé dans un accompagnement qui était vraiment personnalisé, là, parce que normalement, un coach va voir peut-être chaque employé là, l'équivalent de 6 heures sur une période de 3 mois. Dans le cas de Cynthia, ça a été à temps complet pendant 6 semaines, mais vraiment de pouvoir l'accompagner dans son quotidien, dans son développement. Ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est aussi, tu sais, je le mentionnais, Cynthia ne voulait pas avoir de traitement de faveur, elle voulait se faire gérer comme n'importe quel employé. Donc, au niveau de l'équilibre, au niveau du coach, elle voulait avoir un accompagnement, mais elle ne voulait pas que ce soit non plus exagéré comparé aux autres. Je dirais qu'on avait beaucoup cette mince ligne-là à devoir s'assurer qu'on est à la bonne place, mais même aussi dans nos incontournables, je dirais que c'est peut-être là qu'on est allé beaucoup avec le coach. Mais oui, il y a un handicap visuel dans son cas, mais qu'est-ce qui est nos... je vais le dire comme ça, là, mais nos incontournables, qu'est-ce que tu peux pas manquer? Tu sais, dans notre cas, ben, c'était du service à la clientèle, de la sécurité pour nos membres. Ça, c'est, on va travailler parce que peu importe l'handicap ou non, ces incontournables-là, tu dois les avoir. Puis les autres choses, on est capable de vivre avec le fait que ce soit pas nécessairement à la même cadence, à la même dynamique, mais on avait ciblé là, beaucoup de points ou de notions qui, pour nous, devaient être présents là, au niveau de nos attentes par rapport à notre employé pour s'assurer qu'on était juste et équitable. Si on parle d'une ligne pour elle, mais d'une ligne aussi là, pour l'ensemble de nos autres employés puis pour nos membres et clients qui nous appellent. D'accord, OK, parfait. En termes d'attentes professionnelles, de tâches essentielles, de productivité, hein, c'est ça? Exact. Au niveau, tu sais, je dirais qu'au niveau de nos productivités, on a des attentes claires envers l'ensemble de nos employés, nos 1800 employés. Je dirais que dans son cas, on a dérogé de certaines attentes, mais on s'était quand même aussi fixé certains barèmes qu'on voulait pas non plus. Fait que, tu sais, je parlais des incontournables, mais aussi certaines, tu sais, je vais donner un exemple concret, mais tu sais, pour nous, on a un temps d'appel, tu sais, combien de temps tu passes avec chaque membre client, parce que les gens ont aussi une patience. Au bout du téléphone, tu appelles, tu n'as pas le goût de passer nécessairement 45 minutes pour un remplacement de carte. Fait que, tu sais, on a quand même regardé c'est quoi nos standards d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut adapter dans le fond pour elle pour s'assurer que ce soit quelque chose qui soit atteignable pour elle, qu'il y ait un succès dans le fond en entreprise, mais aussi qu'il n'y ait pas d'impact dans le fond au niveau de nos membres clients là, qui nous appellent. Bien sûr. D'autres défis, là, on parlait beaucoup de la question de la productivité. Tu parlais de la question de la façon dont ton employé ne voulait pas de favoritisme, etc. Mais je regarderai ça du côté des collègues aussi. Je te poserai la question du côté de ses collègues à elle. Est-ce que vous avez eu à gérer des choses, des défis particuliers à ce niveau-là, dans l'équipe, dans son équipe de travail ou avec d'autres types de collègues? Oui et non, je dirais. C'est sûr que c'était vraiment une nouveauté pour nous d'avoir vraiment une personne qui était complètement non-voyante parce qu'on a un autre collègue qui est partiellement non-voyant. Je dirais qu'elle a été très bien reçue par ses collègues. Tout le monde avait le goût de l'aider, de l'appuyer. Est-ce qu'on vivait des défis? Quand même, oui, parce qu'il y a toute une dynamique des fois qu'on oublie dans l'intégration. Tu sais, je vais donner un exemple, mais on a des scripts légaux à lire, mais un script légal, quand c'est long,
Pour elle, c'était pas facile. Fait que, tu sais, on a dû lui imprimer en braille. On a dû se doter d'autres outils qui sont pas dans nos standards, mais pour vraiment pouvoir l'accompagner puis s'assurer qu'elle offre une bonne prestation de service. Fait que c'était des beaux défis. Je dirais qu'on n'a pas senti tant d'inéquité face à nos autres employés, mais c'est sûr qu'on était très vigilants, je vais le dire, parce qu'on était au moment où elle est arrivée, là, on a évolué aussi, mais au moment où elle est arrivée, toutes nos attentes, tous nos standards, ben, c'était diffusé à tous. Oui. Fait que les autres pouvaient la comparer, pouvaient regarder où elle se positionnait, puis faire, ben, pourquoi moi, vous me gérez de telle façon, puis elle est peut-être pas en même place, mais vous la gérez pas de la même façon parce que les gens se comparent quand même. Fait que, tu sais, on devait aussi là, s'assurer, dans le fond, d'avoir des attentes claires envers elle, mais aussi de s'assurer de ne pas dépasser certaines limites pour que l'ensemble de nos employés aient un sentiment d'équité. D'accord. Est-ce que vous avez communiqué autour de son arrivée? Est-ce que autour des aménagements éventuels différents qu'elle a pu avoir? Est-ce que vous avez fait des choses à ce niveau-là? Ou? Oui, je dirais qu'on n'a pas nécessairement fait d'annonce par rapport à ses attentes ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on a dû adapter notre intégration, en fait, de l'ensemble des autres employés par la suite? Oui. Pourquoi? Dans chacune des nouvelles cohortes d'embauche qu'on avait, elle devenait un sujet récurrent parce que c'est un chien guide. On devait le mentionner, puis elle était à l'aise avec ça. On lui avait demandé, puis elle a dit, moi, il n'y a pas de secret, je me cacherai pas. Mais on prenait le temps à chaque fois qu'on intégrait des nouveaux employés. On a une particularité, on a une personne qui est non-voyante, il y a un chien guide, il est beau, il est magnifique, vous allez avoir le goût de le flatter, il ne faut pas, il est en travail. Oui, lui on aussi. avait même mis ça. Oui, lui aussi, il travaille. Donc, au niveau de tout notre processus d'intégration, là, il a fallu qu'on mette certaines adaptations pour être sûr là, que ce soit su et connu pour s'assurer que ça ne crée pas non plus là, qu'elle ne vive pas peut-être des inconforts ou des situations par la suite parce que des nouveaux employés, dans le fond, qui ne sont pas au courant de sa situation. D'accord. Donc, ça a changé un peu les façons de faire aussi oui. dans l'intégration. Peut-être une dernière question pour l'instant pour toi, Hélène. Oui. Sans doute pas avec, évidemment, cet employé, mais comme vous avez différents types de handicaps, il y a des gens qui ont des handicaps plus invisibles. Oui. Est-ce que vous avez rencontré un défi particulier par rapport à leur auto-dévoilement? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent dans les préoccupations aussi des participants. Oui, je dirais que, effectivement, quand on parle d'un handicap physique comme notre non-voyante, les gens sont beaucoup plus à l'aise de nous en parler. C'est visible aussi lors d'un processus d'entrevue. Quand on parle de tout ce qui est peut-être santé mentale, je vais le dire comme ça, oui, c'est beaucoup plus difficile l'autodévoilement. Les gens ont quand même des craintes que ça change de un, la vision de l'employeur, je dirais, mais aussi comment qu'on va les aborder. Pour plusieurs personnes, ça leur amène pas nécessairement des limitations, le fait qu'il y ait un handicap, mais ils ont peur de la perception que les gens vont avoir. Fait que, je dirais qu'au niveau de l'autodévoilement, souvent, c'est quand on l'a, c'est souvent dans des contextes très spécifiques, de cas de maladie. Mais là, la personne revient et nous profite de l'occasion ou d'un long terme pour nous annoncer. Lors d'une réintégration, en fait. Lors de la réintégration, nous annoncer qu'elle a l'handicap, je vais le dire comme ça. Sinon, c'est vraiment là, dans des discussions franches avec les gestionnaires, des fois quand on voit, je dirais pas des lacunes, mais des difficultés d'évoluer, d'apprentissage, mais souvent la personne, quand on va chercher qu'est-ce qui cause ça, des fois les personnes vont s'ouvrir parce qu'on a une approche très humaine de la gestion. Mais je dirais que c'est assez variable là, le niveau d'auto-dévoilement, oui, je dirais, des différents handicaps. Oui, d'accord. Oui. Merci, Hélène. Merci pour tes réponses. C'est maintenant à Christine. Donc, je suis heureuse, évidemment, de t'accueillir aussi, Christine. Donc, c'est Christine Labrec. Alors, bonjour, Christine. Salut. Donc, je vais prendre aussi 2 minutes, si tu permets, pour te présenter. Donc,
Christine est diplômée depuis 2009 en technique de santé mentale au Cégep de la Pocatière. Donc, elle travaille par la suite dans différents établissements vétérinaires à perfectionner ces techniques aussi bien chez les animaux de compagnie que chez les exotiques avant de se joindre en 2016 à l'équipe de l'hôpital vétérinaire de Lormière. Étant une personne autiste et après de nombreux défis, elle a donc intégré le marché du travail et continue encore aujourd'hui de s'y épanouir dans le domaine qui la passionne, les soins aux animaux. Alors, Christine, tu m'avais parlé de plusieurs emplois que tu as exercés depuis que tu as diplômé, en fait. Hein. Tu me parlais de 4 expériences de travail différentes que tu avais eues. Qu'est-ce que tu as vécu un peu en matière d'accueil et d'intégration si on passe rapidement à travers ces expériences-là? On va essayer de passer pas trop de détails parce que j'en ai beaucoup à dire, là. J'en suis sûre. Donc, j'ai vécu 4 expériences que je considère un peu plus importantes. Donc, je compte pas là-dedans les stages et tout ça. J'ai vraiment eu 4 expériences de travail où j'étais employée. Oui. Et puis, ça s'est passé très différemment. Dans mon premier emploi, l'employeur a fait son mea culpa à la fin de la période d'essai. Il m'a dit, écoute, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup encadré. Donc, il était très occupé. J'ai pas eu beaucoup de soutien dans le sens, on avait d'autres employés que je pouvais poser des questions, mais par contre, je me sentais pas bien intégrée dans le sens, des fois, je posais des questions puis il dit, ben voyons, t'as pas appris ça à l'école, ou ben là, pourquoi est-ce que t'as pas fait ça plutôt que venez nous voir, pourquoi est-ce que t'as pas juste agi? Donc, j'étais dans une situation nouvelle, nouvellement diplômée aussi, là. Donc, on s'attendait 2 mois à ce que après 2 mois, je puisse gérer les temps. Donc, préparer un animal pour une chirurgie, savoir quand est-ce qu'il fallait que je le prépare, alors que ça faisait pas très longtemps que j'étais là, donc j'avais pas, je trouvais que je manquais de soutien et que à un moment donné, ben, je venais que j'osais plus trop poser de questions parce que je me faisais tout le temps rabrouer. Donc, on avait eu aussi quelques problèmes de communication. Donc, les sous-entendus, c'est pas très fort, c'est au niveau pour les autistes comme moi. Donc, moi, pour donner des exemples concrets, comme tu demandais aussi un peu au début, je me retrouvais à pas vouloir trop rester tard, pas vouloir faire d'heures supplémentaires trop parce que je me disais, ben l'employeur, ça va mieux pour lui si je fais moins de 40 heures semaine, il n'aura pas besoin de me payer à temps et demi. L'employeur, il voyait ça comme, ben, elle veut jamais rester, elle veut toujours se dépêcher de s'en aller à la fin de son chiffre. D'accord. Malheureusement, il y a eu quelques problèmes de communication, pas assez de tolérance pour les questions, puis j'ai l'impression qu'on m'a donné comme trop d'indépendance au début. D'accord. Alors, la deuxième expérience, peut-être, Christine? Oui, la deuxième expérience, j'ai passé une journée avec une ancienne employée à me dire, bon, ben c'est ça qui se passe, c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis voilà, t'es livré à toi-même, fais ta job. Alors ça aussi, j'ai vraiment beaucoup manqué d'encadrement. J'avais un employeur qui me donnait qui avait des exigences contradictoires, qui avait aucune tolérance pour des questions, des fois qui se répétaient. Puis, de façon générale, ça n'a pas du tout été une bonne intégration ni une bonne expérience de travail. D'accord. La troisième, c'est mieux passé. J'ai été encadrée par 2 seniors. Donc, à ce moment-là, je pouvais aller les voir, puis voir comment est-ce que fonctionne la clinique, parce que c'est pas juste de faire mon travail, c'est aussi de savoir comment eux fonctionnent, parce que ça fonctionne différent d'une place à l'autre. Il n'y avait pas de protocole mis en place, ce que j'ai fait pendant mon emploi là-bas. Donc, ça a aidé pour les nouveaux employés. J'avais une bonne relation avec mon employeur. Par contre, parfois, il manquait un peu de confiance, qui éventuellement a amené un problème plus tard. Mais si on se concentre vraiment sur l'intégration, ça s'est bien passé. Par contre, au bout de quelques mois, je me suis retrouvée la technicienne
senior. Donc, éventuellement, les deux sont partis. Et puis, c'est moi qui ai pris toutes les responsabilités à ce moment-là de gérer l'équipe, de gérer le temps. Ça s'est quand même bien passé, mais vu que ça s'est fait plutôt rapidement, mettons, ben là, c'est sûr qu'éventuellement, ça a causé des problèmes plus tard. D'accord. Et là, dans l'emploi où tu es depuis pas mal de temps déjà, 2016? Oui, donc c'est mon emploi que je suis actuellement et que ça fait le plus longtemps que j'ai été aussi. À ce moment-là, l'intégration, eux, il y a la méthode qu'ils font, c'est que le nouvel employé va être jumelé à une employée senior. Puis, elle va la suivre pendant 2 semaines. Dans mon cas, ça a été 3 parce que je n'étais pas à temps complet. Donc, à ce moment-là, la personne est toujours disponible pour moi. Elle est là pour m'enseigner, pour répondre à mes questions. Donc, pendant 3 semaines, on a le temps de voir. Puis, c'est un poste à la fois. Donc, je vais être intégrée à un poste. Quand je vais l'avoir bien maîtrisé, s'ils pensent que je vais être bien pour un autre poste, bien là, à ce moment-là, je vais être intégrée à un autre poste et je vais encore être jumelée à une personne pendant un temps, ben là, à ce moment-là, variable selon l'apprentissage. D'accord. Donc, ça s'est fait aussi des rencontres. C'est une plus grosse clinique. Donc, à ce moment-là, on s'est retrouvé vraiment avec une responsable des ressources humaines. C'était une personne ressource que moi, je pouvais aller voir si j'avais des questions plus poussées ou qui n'avaient pas nécessairement lien avec le travail que je faisais, mais plus l'environnement, l'intégration. Elle était ouverte avec à avoir des rencontres, à faire des suivis avec moi. Donc, vraiment, je me suis sentie très encadrée, blindée un peu, là. Toute l'équipe aussi était disponible, même quand j'ai fini ma période d'intégration. Comme on le dit, j'ai fini mon training, mais on a toujours plein de membres d'équipe pour répondre à tes questions si tu en as, même si tu n'as pas t'as encore des questions. D'accord, oui, c'est pas coupé. Je voudrais que tu me parles plus la question précise de l'autodévoilement, s'il te plaît. Est-ce que tu as fonctionné de la même manière d'un employeur à l'autre ou bien ça a changé cette affaire-là? Dans 3 de mes emplois, le premier, le 3e et le 4e, je me suis dévoilée directement à l'entrevue. Donc, écoutez, je suis autiste. Le 2e, après l'expérience de la première, j'ai décidé d'essayer, voir qu'est-ce que ça allait faire si je me dévoilais pas. Honnêtement, ça n'aurait absolument rien changé, mais c'est ça. Dans ce cas-ci, je ne me suis pas dévoilée. Mais dans tous les autres cas, oui, dès l'entrevue et une fois à une entrevue d'ailleurs que je n'ai pas été retenue pour le travail, l'employeur m'a dit « T'es autiste, c'est pas positif. » OK. Donc, j'ai tout de suite senti une fermeture. Ça ne m'a pas dérangé quand il ne m'a pas rappelé. Hélène parlait un peu justement des fois des gens qui ont peur un peu d'être jugés. Moi, je n'ai pas peur d'être jugée. Si tu n'es pas capable de m'accepter tel que je suis, ben, c'est correct que je ne travaille pas pour toi. Mm-hmm. Mais je suis un peu de ce genre-là. Si tu es capable de m'accepter, tu es capable de faire preuve d'ouverture à mon égard, ben, ça va me faire plaisir de travailler pour toi. D'accord. Et puis, donc, quand tu t'étais autodévoilée dans les 3 expériences, est-ce que ça t'a permis d'avoir des aménagements si tu en avais besoin, là, si tu avais des besoins particuliers par la suite, ou bien il n'y avait pas de lien particulièrement entre les deux affaires? Dans le premier cas, je me suis dévoilée dès l'entrevue, puis j'étais en attente. J'étais sur une liste d'attente pour être pris en charge par l'organisme. Malheureusement, ils ont mis fin à mon emploi avant qu'ils puissent entrer dans le décor. Je pense vraiment qu'ils auraient pu faire une différence, qu'ils auraient pu régler les problèmes de communication avant que ça devienne trop gros à gérer pour tout le monde. Mais malheureusement, non, j'ai pas bénéficié n'importe quel employé, mais les conditions n'étaient pas optimales. D'accord, parfait. Dans le deuxième, ben, je ne me suis pas dévoilée, donc c'est sûr que je n'ai pas eu de service. Le 3e, oui, je me suis dévoilée. Par contre, la ressource intermédiaire, donc dans ce cas-ci, et qui travaille, ne s'est pas trop impliquée dans la période d'intégration.
plus tard, ils ont rentré dans le dossier quand il a commencé à avoir des problèmes. J'ai vraiment eu une fermeture de la part de l'employeur. Il a fallu presque faire des pieds et des mains pour qu'ils rencontrent la ressource et qu'ils travaillent. Et puis, même malgré tout, ils ont refusé la subvention salariale. Ils ont vu ça comme une ingérence. Ah, d'accord. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà des problèmes à cet emploi-là. C'est pour ça que j'avais demandé à ce que la ressource m'aide à régler les problèmes. Et puis là, comme il y a eu une fermeture de l'employeur, ben, malheureusement, je suis partie. D'accord. Le quatrième employeur, j'ai eu, oui, effectivement, qui travaille, s'est impliqué dès le début. On a voulu voir aussi si l'employeur était ouvert. Et puis, ils ont démontré une ouverture absolument parfaite. Ils ont eu des rencontres avec le représentant des qui travaillent, séparément avec l'employeur, avec moi, nous trois ensemble. On a vraiment, en fait, se sont beaucoup plus impliqués dans l'accueil et l'intégration que maintenant, à cette heure, c'est une fois par année. Ah, ça va bien, Christine, ah, ça va bien, ah, c'est beau, mais merci, bonsoir. Mais vraiment, au début, ça a vraiment fait une différence. Et toi, tu dirais, donc, c'est toi-même, puis l'employeur qui a été accompagné. Qu'est-ce qui, peut-être en as-tu parlé avec ton employeur, mais en quoi ça fait une différence selon toi pour ton dernier employeur d'être accompagné? Et moi, je pense que la ressource a vraiment un super beau potentiel pour tout le monde. Il faut juste l'utiliser correctement. Ça fait un pont un peu entre l'employé et l'employeur. On fait un travail un peu de traduction, des fois dans les cas où dans l'autisme, justement, on a des problèmes de compréhension. Donc, il va vraiment venir aussi que quand l'employeur ne va peut-être pas oser venir voir l'employé pour lui dire, ben écoute, il y a ça que je trouve que ça va pas bien, ou l'employé qui peut-être va avoir des choses qu'il n'osera pas dire à l'employeur par gêne ou pour plusieurs raisons, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment là qu'ils viennent faire le travail de pont entre les deux. Puis, ça permet vraiment je trouve qu'il y a vraiment un beau potentiel là, qu'il faut utiliser. D'accord. Est-ce que par rapport à l'autodévoilement dont on parlait il y a 2 minutes, Marie-Christine, c'est une posture que tu avais toi personnellement par rapport à ce que tu disais, ou bien c'est une discussion que tu as eue aussi avec une ressource avec qui travaille, admettons, avec les gens avec qui travaille? Non, pour moi, c'est important de me dévoiler, de me dire je suis une personne autiste. Oui, d'accord. Parce que ça permet vraiment, justement, on évite les problèmes où il va y avoir des incompréhensions, où ça va monter vraiment la frustration des deux côtés parce que personne n'arrive à se comprendre. Puis en même temps, ben, si je me serais pas il y aurait eu un moment plus tard, peut-être dans mon emploi, où j'aurais fait face à des difficultés. Et puis c'est là, à ce moment-là, en fait, c'est au moment de faire face avec les difficultés, ben, moi, dans mon 3e emploi, j'ai vraiment eu une fermeture. Donc, je me dis, j'aurais eu de l'aide dès le début, ça aurait pu peut-être éviter toute cette souffrance. Oui, je comprends. Je pense pas que je réponds bien à la question, en fait. Ta réponse est bonne du moment que c'est toi qui l'as fait, là. Pas d'inquiétude. Mais non, c'est moi qui choisis. Il n'y a pas eu de discussion. C'est moi qui. C'est quelque chose d'important pour moi. Je veux que les employeurs sachent à quelle personne ils ont affaire. Donc, je suis moi. Je suis une autiste, mais je suis moi. D'accord. Si c'était à refaire, là, pour l'instant, on comprend que tu es très bien chez ton employeur actuel, mais admettons qu'à un moment donné, tu changes d'emploi. Ça serait quoi les attentes que tu aurais justement vis-à-vis d'un futur employeur en matière d'accueil et d'intégration? Moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'aménagement, mais le peu que j'ai besoin, c'est essentiel. Donc, c'est sûr que vraiment, au début, je veux qu'il y ait de la communication avec l'employeur, donc peut-être des rencontres un petit peu plus souvent. Comment ça va, Christine? J'ai pas tendance à venir voir les gens puis dire, ben écoute, il y a peut-être ça qui marche pas bien, donc faut un peu qu'on m'approche pour ça. La ressource intermédiaire peut faire ce travail-là, l'employeur peut faire ce travail-là, les deux. Mais c'est vraiment de faire un suivi plus serré au début.
comment ça va, puis là, ben, souvent, c'est avec ces opportunités-là que je réussis à m'exprimer. Faut, dans le fond, je prenne le temps de voir les protocoles beaucoup parce qu'il y a quelque chose que je sais comment faire mon travail maintenant, mais je ne sais pas comment ça se fait à cet endroit-là en particulier. Donc, un nouvel emploi, ben, je vais probablement prendre le temps de voir comment ça fonctionne, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut que comment est-ce que je pourrais réagir dans une situation, parce que moi, je faut tout le temps que je sois prête. Une situation que je sais pas, que c'est la première fois que je lis, je vais avoir tendance à aller chercher les gens, tandis que si je suis déjà au courant à l'avance, ben là, ça facilite beaucoup. D'accord. Ensuite, c'est très important d'être clair avec moi. Parce que moi, n'importe quand, je vais prendre ça au pied de la lettre. Donc, n'importe quand, sauf maintenant quand je suis en pleine chirurgie. Puis pas de contradiction parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai un employeur qui me donnait beaucoup a dit fais ça, mais fais pas ça. Là, ça fonctionnait plus dans ma tête. J'étais toute mêlée, puis c'est là que je faisais des erreurs ou que j'étais plus capable de travailler. Oui, d'accord. Puis tout le monde participe, en fait, là, l'employé, l'employeur, la ressource. Comme je disais au début, c'est ça, j'ai pas besoin de beaucoup de choses spéciales. Mais par contre, le peu que j'ai besoin, si on prend la peine, si on fait preuve de patience, de compréhension envers moi, après ça, moi, je me retrouve avec une ressource. Je me retrouve à être une ressource importante pour l'équipe parce que j'ai beaucoup appris, je connais par cœur, je viens de personnes ressources pour les nouvelles aussi qui arrivent, qui viennent me voir, puis « Ah, Christine, peux-tu me rappeler? » Même les anciennes qui sont là depuis longtemps que moi, des fois, me viennent voir « Ah, Christine, toi, tu dois le savoir, toi, tu dois t'en rappeler de ça. » Et puis, c'est ça, c'est prendre le temps avec moi, mais ça me prend un petit peu plus de temps que la moyenne, mais une fois que c'est fait, puis je suis là. D'accord. Merci Christine. Merci pour tes réponses. Je vais maintenant passer à Marie-Claude Marcil. Donc, bonjour Marie-Claude. Bonjour. Donc, si tu permets, je vais aussi te présenter rapidement. Donc, bachelière en psychoéducation. Et ayant à cœur l'accompagnement des personnes vivant avec des limitations depuis plus de 15 ans, Marie-Claude Marcil agit à titre de coordonnatrice des services spécialisés chez Orientation Travail. Donc, Orientation Travail, c'est le service spécialisé de main-d'œuvre personnes handicapées de l'Estrie. Alors, son équipe et elle s'assurent de mettre la personne au cœur de leurs interventions, tout en offrant aussi un accompagnement personnalisé aux entreprises. Alors, pour compléter peut-être les deux interventions précédentes, Marie-Claude, finalement, accueillir, intégrer une nouvelle ou un nouvel employé en situation de handicap, c'est semblable ou différent par rapport à une personne qui n'a pas d'incapacité? Et puis, est-ce que ça varie dépendamment du type de handicap que tu pourrais avoir? Bien, j'aime à croire que la réalité du marché du travail maintenant fait que c'est semblable dans le sens où il faut, quand on intègre quelqu'un dans une nouvelle équipe, un nouveau groupe, quelque chose comme ça, il faut quand même, à la base, s'adapter aux différences individuelles, peu importe qui. Mais c'est sûr que les gens qui ont des limitations ou des défis différents, il faut quand même tenir compte d'éléments supplémentaires, si on veut. Donc oui, pour l'intégration, la majeure partie, c'est la même chose, mais selon le type de limitation, on a parlé d'handicap visuel tantôt, il y a d'autres choses à tenir compte, entre autres, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau des déplacements, là, juste la notion de le chien il travaille, il ne faut pas y toucher. C'est plein d'éléments auxquels il faut réfléchir aussi, encore là, pour être sûr là, de faire vivre une réussite à tout le monde, autant au nouvel employé qu'à l'équipe de travail, parce que habituellement, tout le monde fait partie d'une équipe de travail, qu'à l'employeur directement. Donc, c'est oui et non. Il y a une partie qui est comme tout le monde, parce qu'il ne faut pas non plus faire de discrimination positive à ce moment-là, mais il faut quand même tenir compte de certaines choses.
Et souvent, effectivement, là, comme Christine le disait, le fait d'être accompagné par une ressource lors de l'intégration, mais ça fait justement pour les employeurs que, parce que ça, c'est un préjugé aussi que intégrer en emploi quelqu'un qui a des limitations, c'est plus compliqué que, puis c'est ça, c'est trop compliqué ou il y a trop de choses à penser. C'est vraiment un préjugé, puis c'est souvent la méconnaissance d'une situation qui fait qu'on a cette idée-là. Sauf que le fait d'être accompagné par une ressource, ben, contrairement à tous les autres employés réguliers, ben, on sait justement ce à quoi tenir compte. Donc, à l'inverse, c'est plus facile parce que oui, on a comme une problématique XY, mais on a déjà la recette qui va avec. Il faut juste l'appliquer. Puis, la ressource externe, dans le fond, nous, là, tous les membres du ROSEF et tout ça, on est pour justement donner la recette aux employeurs, comme Christine le disait, faire le pont entre l'employé et l'employeur, s'assurer que les besoins de tout le monde soient répondus parce que les employeurs ont aussi des besoins, mais les employés aussi forcément, et mettre en place même les choses dans les milieux de travail. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que pour une personne qui n'a pas de limitation, mais c'est ça, faut avoir l'ouverture d'appliquer cette recette-là. On parlait des mesures d'adaptation, Marie-Claude. Donc, là aussi, je pense qu'on se fait une certaine idée des mesures d'adaptation, mais ça signifie quoi? On en a un peu déjà parlé avec Hélène et Christine en lien avec des types de handicap, mais d'une manière plus globale, qu'est-ce qu'on entend par mesures d'adaptation ou d'aménagement? Qu'est-ce que ça signifie? Effectivement, la majorité des gens pensent que des adaptations, probablement, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui n'est pas vrai. Puis comme Christine a dit, la majorité des gens n'ont pas besoin de beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qu'ils ont besoin est vraiment important. C'est rare que les gens vont demander beaucoup d'extras ou quoi que ce soit. Et il y a plein d'études aussi qui le démontrent. La majorité des adaptations de postes de travail, et quand je dis poste de travail, c'est pas nécessairement de l'achat d'équipement, ça peut être de l'aménagement d'horaire ou de tâches ou de choses comme ça, au-delà de 500 $ par personne. Donc, c'est vraiment pas là, des frais importants. Ne serait-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui a un TDAH, de pas avoir un bureau, pour une personne qui travaille dans un bureau, de pas avoir un bureau face au corridor où il y a un va-et-vient constant. Juste de tourner le bureau de bord, d'être face au mur, peut grandement améliorer là, la concentration de la personne. Il y a plein de choses comme ça qui ne coûtent absolument rien, qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, mais qu'il faut connaître pour être sûr de les mettre en place. On ne peut pas adapter des choses dans des situations où on ne connaît pas. On a parlé beaucoup d'autodévoilement tantôt, là, mais c'est pas toujours important de nommer le diagnostic précis, surtout qu'il y a beaucoup d'handicaps invisibles, là, puis souvent, ça va, le terme diagnostic va faire référence à la personne qui va l'entendre selon sa connaissance de ce diagnostic-là, puis c'est souvent dans les médias qu'on a les connaissances de ça. Donc, c'est pas très gagnant généralement. Mais les ressources externes, nous, ce qu'on fait, là, c'est avec les chercheurs d'emploi, c'est qu'on s'entend sur un lexique à utiliser, avec quoi la personne, elle est à l'aise de se décrire. Et on va parler plus en termes de, voici, par exemple, Marc-Claude, elle a toutes ces compétences-là, mais pour que ça fonctionne bien, il faut faire attention à tel point, tel point, tel point, et voici comment les mettre en place. Donc, le diagnostic en soi est moins important que les zones de vigilance là, à avoir. C'est sûr que quand c'est très visible, même si on ne le dit pas, on le constate, là, mais sinon, bien sûr. Pour le reste du temps. Donc, selon les types de limitations, il peut y avoir des adaptations. C'est un petit peu l'imagination là, qui balise les adaptations qui peuvent être faites. Souvent, il faut penser en dehors du cadre normal aussi. Et il y a aussi, par expérience, beaucoup d'adaptations qu'on fait pour une personne qui a des limitations qui, au final, bénéficie, c'est l'ensemble de l'équipe qui en bénéficie quand même. Si je prends, par exemple, moi, j'ai déjà adapté pour un électromécanicien qui avait une jambe amputée. Les interrupteurs des machines dans l'endroit où il travaillait étaient vraiment comme à peu près à un pied là, du sol. Il se penchait constamment. Ça devenait très douloureux pour lui, là, pour sa prothèse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les interrupteurs à hauteur d'épaule à peu près, là, sur
sur l'ensemble des machines. Bon, ça demande un petit peu d'électricité et tout ça, mais au final, ça le bénéficie à tout le monde parce que se pencher constamment, c'est pas bon pour personne, pour les problèmes de dos X, Y. Donc, ça vient à la base d'un besoin personnel, mais dans le fond, être plus efficace, c'est rare que ça peut nuire à quelqu'un. Oui, c'est ça. Dans les entreprises. Ça devient une prévention pour les autres travailleurs qui avaient besoin de faire la même exactement. La même au même titre que ce que Christine a dit tantôt, le protocole qu'elle a mis en place pour l'intégration, mais tous les futurs employés peuvent en bénéficier. Là. Ça part de son besoin personnel à elle, mais ça devient vraiment super riche pour les futures personnes qui vont rentrer après elle là, dans son entreprise. Donc, il y a plein de choses comme ça là, qui peuvent être mises en place, puis ça ne coûte pas vraiment beaucoup de sous. Mais si jamais il y a des adaptations qui doivent être faites et qui coûtent, dans le fond, là, vraiment des coûts supplémentaires ou des choses comme ça, il y a quand même toutes sortes de programmes qui existent avec les gouvernements. Puis les ressources, là, on est en charge de s'occuper de faire ces demandes-là pour justement adapter les postes de travail physiquement parlant quand que ça a besoin d'être ou pour, quand c'est vraiment plus au niveau de la productivité, l'impact des limitations de la personne sur l'emploi, dans le fond, pour rendre la personne aussi productive, reconnaître dans le fond sa productivité là, égale à quelqu'un d'autre. Donc, mais ça, en même temps, c'est pas aux employeurs à maîtriser toutes ces notions-là. C'est vraiment là, les ressources externes qui vont faire le pont encore là avec les employeurs et les programmes du gouvernement parce qu'eux les maîtrisent bien pour vraiment voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. C'est ça, le travail de médiation que vous faites vis-à-vis de l'offre de service gouvernemental. Là, elle est importante aussi par rapport aux employeurs. On parle beaucoup aussi dans ce domaine-là de préparer les managers, on parlait des gestionnaires de proximité, mais aussi les équipes de travail, donc de la personne donnée. Qu'est-ce que ça signifie de façon plus concrète, Marie-Claude, ça, quand on dit préparer pour la venue de ce nouvel employé ou de cette nouvelle employée? Bien, c'est sûr que de plus en plus, dans Hélène elle disait des politiques d'intégration, de jumelage et tout ça, que tout le monde peut bénéficier, mais souvent, il faut adapter là, certains éléments en lien avec la situation particulière des gens. C'est sûr que c'est pas... Si on a quelqu'un, justement, qui, par exemple, est très anxieux, de jumeler cette personne-là avec une autre personne très anxieuse, c'est peut-être moins gagnant au final parce que personne ne va pouvoir rassurer personne. Donc, de s'assurer un peu que le mariage, si on veut, entre la personne qui va accompagner pour l'intégration et les besoins du nouvel employé sont cohérents. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de gagnant. À certains moments, on sensibilise aussi l'ensemble de l'équipe de travail, comme dans le cas d'Hélène, pas d'Hélène, mais de son employé, pour justement les particularités où on le fait des fois dans le cas d'autres personnes autistes pour justement être sûr que tout le monde puisse bien entrer en relation avec ces personnes-là. Ou dans le cas des personnes sourdes aussi, ne serait-ce que de dire il faut que vous vous positionniez en face de la personne pour être sûr qu'elle puisse lire sur vos lèvres. Parce que sinon, c'est normal qu'elle ne vous réponde pas parce qu'elle n'a aucune idée que vous êtes en train de lui parler. Donc, il y a quand même des choses là, qui peuvent être divulguées à l'ensemble de l'équipe. Oui, les gestionnaires en haut, mais surtout les gens qui ont à travailler au quotidien avec le nouvel employé qui a des besoins particuliers pour être sûr encore là de, premièrement, favoriser l'intégration, la réussite là, de cet emploi-là aussi, mais de ne pas créer un espèce d'écart entre cette personne-là et le reste de l'équipe. Puis, on ne veut pas non plus que, comme la question qui a été posée à Hélène, de créer un espèce de sentiment d'inéquité ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce que la personne elle veut être traitée nécessairement différemment, c'est que ses besoins sont différents, tout simplement. D'accord, parfait. Est-ce que toi qui travailles depuis fort longtemps et puis qui a vécu aussi la pandémie comme intervenante, là, c'est ça, comme tout le monde, tu as vu des impacts de la pandémie sur la question justement de l'accueil et de l'intégration d'une nouvelle personne en situation de handicap? Oui, effectivement, la pandémie, ça a changé la vie de tout le monde, oui. Mondialement parlant. Mais c'est sûr que, premièrement, on a été vraiment heureux de constater que
malgré ça, il n'y a pas eu nécessairement de recul par rapport à l'ouverture des entreprises face aux gens qui peuvent avoir des limitations. Donc, au niveau de l'embauche, il n'y a pas nécessairement de recul par rapport à ça. Au niveau de l'intégration en emploi, là, c'est sûr que, selon là, les mesures en place, une mesure sanitaire en place, disons, justement, quelqu'un qui a un trouble visuel, mais la distanciation de 2 mètres pour montrer à quelqu'un d'autre, ça devient compliqué un peu, là. Donc, tu sais, il faut être un peu innovant pour mieux intégrer, puis s'assurer à la fois de respecter les mesures sanitaires, mais aussi à la fois de respecter les besoins des gens. Nous, on a, dans le fond, là, les ressources, on a des agents d'intégration, donc des gens qui peuvent être là dans les premières journées de travail, qui travaillent avec la personne au complet pour vraiment faire le pont, puis un peu, là, comme Christine disait, l'espèce de traduction entre le formateur et le nouvel employé. Mais déjà, ça fait comme 3 personnes à 2 mètres. Donc, là, tu sais, bon, maintenant, c'est plus 2 mètres, là, mais déjà, ça faisait comme beaucoup. Donc, il y a quand même eu peut-être là, une certaine période où c'était plus difficile. Je pense que maintenant, c'est beaucoup moins pire dans beaucoup de milieux, mais ça reste que la pandémie a quand même teinté là, certains volets. Si on pense justement là, pour les personnes sourdes, là, le port du masque dans les équipes de travail, ils ne peuvent pas lire sur les lèvres. Donc, il y a beaucoup d'éléments auxquels ils ont pu accès. Tout ce qui est les discussions de corridor ou des choses comme ça, ils ont pu accès. Puis on s'est rendu compte aussi, la population en général, que finalement, tout le monde est sur les lèvres parce que le masque a imposé ça aussi. Ouais. Mais oui, la pandémie peut avoir quand même un impact. Quoique, je pense que là, au fil du temps, là, tout le monde développe de nouveaux trucs. Encore là, est-ce que c'est des trucs personnalisés pour des besoins d'une personne qui vont être bénéfiques pour tout le monde, probablement. D'accord. Merci, Marie-Claude. Donc, merci à vous 3. Là. On va déjà devoir passer. On vous écouterait pendant bien plus longtemps, évidemment, mais on va devoir déjà passer à la période de questions. Juste vous indiquer que je ne retiendrai que les questions qui sont en lien direct avec le thème, parce qu'on n'a pas une grosse période de questions. Et si vous voulez, pour différentes raisons, poser votre question verbalement, je vous demanderai de la poser directement. Donc, de ne pas prendre le temps. Malheureusement, je suis désolée, mais on n'a pas vraiment le temps que vous vous présentiez, mais on va garder le temps pour les questions. Si on voit qu'il y a beaucoup de questions pertinentes qui n'ont pas pu être répondues, on essaiera de le faire après le webinaire. Alors, je vous propose de commencer donc avec les questions. Je regarde ça. Hélène, une première question très, très pointue. Est-ce que vous on parlait des collègues de travail, on parlait de la personne, mais aussi de son entourage autour. Il y avait des gens qui étaient allergiques aux chiens dans vos équipes? Je dirais oui. C'est sûr que c'est des grandes équipes qu'on a. Je dirais qu'on a dû s'adapter, dans le fond, au niveau, juste quand on parlait d'adaptation, on a déplacé un peu les horaires de travail de notre employée. Elle était à l'aise avec ça pour pas qu'elle ait son lunch en même temps que tout le monde dans la cafétéria. Et c'est sûr qu'au niveau de son emplacement de travail spécifique, on l'a mis dans un secteur où il y avait beaucoup moins d'employés, fait que peut-être comme une trentaine de personnes qu'elle côtoyait. Fait qu'on a ciblé aussi là, les bonnes personnes à mettre à côté. S'il y avait des gens qui avaient des allergies, on les mettait sur un autre étage, puis on a adapté là, au moment, surtout de la cafétéria, je dirais, là, pour s'assurer qu'elle côtoie le moins de gens possible pour éviter des allergies. Oui, je comprends. C'est important aussi. On appelle ça des choses raisonnables. Une question complémentaire pour toi, Hélène, aussi. Le coach dont tu parlais, la personne coach qui semble bien importante, c'est une personne interne, externe à Desjardins? Et est-ce que cette personne, elle avait une expertise particulière par rapport aux personnes en situation de handicap? En fait, le coach, c'est
vraiment un poste qui existe dans nos équipes chez Desjardins, donc c'est pas une personne externe, mais je dirais que le coach, le gestionnaire, les deux gestionnaires, là, comme je vous disais, le gestionnaire immédiat et le gestionnaire de relève, et tantôt j'en avais moins mentionné, mais même la formatrice, donc la personne qui lui a donné sa formation, oui. C'est tous des gens qui ont suivi une rencontre avec l'intervenante. Donc, on avait vraiment fait une rencontre préalable pour s'assurer qu'on puisse lui donner les meilleures conditions, qu'on comprenne bien aussi, là, dans le fond, toutes les tangentes, toutes les particularités qu'on aurait besoin. On avait fait une première, peut-être mini-formation là, que l'intervenante nous a donnée. Et ensuite, on avait fait une rencontre là, après une partie d'intégration, mais avec aussi notre employé pour qu'elle puisse nous dire comment elle se sentait, si les attentes étaient réalistes. Fait que, pouvoir vraiment échanger. Pas parce qu'il y avait des conflits, mais parce que pour nous, c'était important qu'elle se sente légitimée puis qu'elle sente qu'on a une ouverture là, au niveau de son intégration. Donc, on les avait déjà planifiés dans le temps, pas parce qu'il arrivait un conflit puis qu'on se disait on amène un intervenant, mais c'était planifié pour pouvoir faciliter l'intégration. Parfait. Une question pour Marie-Claude, toi qui as beaucoup travaillé tant auprès des personnes que des employeurs. Mm-hmm. Qui va ou qui doit chercher la ressource intermédiaire? Est-ce que c'est l'employé, c'est l'employeur? Comment tu vois ça, Marie-Claude? C'est sûr que ça peut être les deux. En fait, de plus en plus, c'est les employeurs qui, avec le contexte actuel du marché du travail, qui vont nous contacter pour nous dire, j'ai embauché quelqu'un, je vois que qu'il y a des besoins particuliers, mais je sais pas trop quoi faire, je connais pas ça. Puis c'est notre expertise. Donc, ça peut être les employeurs. On peut arriver dans les milieux de travail de cette façon-là, ou ça peut être nous, dans le fond, c'est un service d'accompagnement là à la recherche, l'intégration et le maintien en emploi. Donc, en cherchant l'emploi avec quelqu'un, c'est sûr que ça peut être en amont là, vraiment dans le processus, directement par le chercheur d'emploi. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleure façon. Une ou l'autre là, peut être bonne. L'important, c'est de savoir que ces ressources-là existent partout au travers de la province, puis que faut vraiment pas là, hésiter à les solliciter parce que justement, c'est pas aux employeurs à prendre tout ça en charge et devenir des experts de tout. Mm-hmm. Mais il y a des ressources qui existent dans le fond, là, juste pour ça. Et ils peuvent nous solliciter, là, puis c'est ça. Déjà, d'avoir l'ouverture à être accompagné, ça fait toute la différence là, quand on arrive dans le milieu de travail. Oui, bien sûr. Christine, tu me disais que tu voulais rajouter quelque chose sur la rencontre de personnel. Peux-tu juste dire ça? Oui, je te laisse, je t'en prie. J'ai pensé après, mais ça a été effectivement une étape importante de mon accueil et intégration. Quand ils m'ont employé, ils ont décidé de décaler de 3 semaines pour coïncider avec la rencontre de personnel biannuel où ils m'ont présenté à l'équipe. Ils ont dit, aujourd'hui, on a une nouvelle qui s'intègre à l'équipe. Voici Christine. Elle est autiste. Puis là, moi, je me suis présentée. J'ai dit, écoutez, je suis autiste. Ça ne veut pas dire que vous devez me traiter nécessairement différemment. Ça veut juste dire que si je dis des fois des affaires qui vous surprennent, qui vous heurtent, ça peut être à cause de ça. À ce moment-là, n'hésitez pas, venez voir Lucie, la responsable des ressources humaines. Donc, ils ont vraiment pris la peine de me présenter à l'équipe avant que je commence. Et chaque employé qui rentre aussi se fait dire, on a une employée qui est autiste. Si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas avec elle, tu peux venir nous voir, puis nous, on va faire le suivi. J'ai pas eu connaissance que personne a demandé ça, mais en tout cas, je me dis, ça va bien parce que tout va bien avec l'équipe. C'est vraiment important, là, ton exemple. Il y a des gens des participants qui voudraient d'autres exemples. Pour toi, Marie-Claude, peut-être, peux-tu nous donner un autre exemple d'aménagement pour un autre type de handicap que ceux dont on a traité jusqu'à date? Oui, disons que si on parle, par exemple, là, on a parlé avec Hélène un peu de la santé mentale, souvent, ça va être des gens qui vont être plus fragiles au stress et à la pression globalement. Donc, c'est essayer de mettre en place des moyens pour diminuer ça, ne serait-ce que d'avoir la possibilité, si on sent que ça monte un peu trop, là, de prendre des micro-pauses à tout moment, de sortir, aller faire le tour de la bâtisse, revenir le temps que ça redescende un petit peu. Encore là, c'est toutes des choses qui coûtent rien. Ça peut être des adaptations physiques, encore là, mais ça peut être aussi
C'est ça, c'est vraiment l'imagination, puis les besoins en fonction du poste là, qui balisent ça. Ça peut être d'avoir, c'est ça, des listes de tâches, des phototâches. Tu sais, si on prend par exemple là, dans toutes les restaurations rapides, là, Subway, Pizza Hut et tout ça de ce monde, maintenant, ils ont des, tu sais, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on met sur la pizza, tout ça. Mais ça part dans le fond, des gens qui avaient des difficultés à lire les listes d'items ou des choses comme ça. Donc, de le voir visuellement, c'est plus facile, mais finalement, c'est plus facile pour tout le monde. Même chose là, dans les métros. Souvent, ils vont nommer la station, mais c'est aussi écrit pour les gens qui ont des troubles visuels ou auditifs. Mais c'est bénéfique pour tout le monde qui, de toute façon, sont sur leur cellulaire pendant qu'ils sont dans le métro, puis ils sont pas très attentifs à ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Ça peut être... ça me prendrait une situation là, pour trouver d'autres idées, là, mais... Non, mais c'est bien. Il y a vraiment, dans le fond, là, c'est sûr qu'il y a une solution à toutes les situations. L'idée, c'est quand même de ne pas placer quelqu'un dans un emploi qui est vraiment pas cohérent avec sa situation, là. Mm-hmm. Mais sinon, il y a toujours moyen de trouver comment faire pour que ça fonctionne. Il faut juste accepter, là, c'est ça, de faire un petit peu en dehors du cadre habituel. Puis, pour les entreprises, d'accepter d'être accompagnées pour le faire. Des fois, ça peut avoir l'air de... tu sais, on n'a pas vraiment... Puis je pense que Christine l'a nommé tantôt, on n'a pas envie de se faire achaler avec ça. Mais dans le fond, c'est juste de nous autoriser à le faire. Puis, ça devient vraiment... on devient vraiment un outil supplémentaire, autant pour eux que pour la personne là, qui a des besoins et des défis particuliers. Merci Marie-Claude. Une question peut-être pour Hélène. Tu nous en as pas parlé, donc on ne sait pas. Est-ce que vous avez aussi créé des genres de guides qui soient utilisables par des gestionnaires, par exemple, avec des bonnes pratiques et puis, bien sûr, les gens se demandent si c'est le cas d'en bénéficier parce que ça peut aider aussi d'autres employeurs, évidemment. Ben, je dirais que c'est une expérience qu'on a vécue à plus d'une reprise. Là, je le disais, on est déjà dans le fond avec 2 personnes non-voyantes. Puis c'est comme si c'était une expertise qu'on avait même auprès des autres unités d'affaires du mouvement Desjardins. Donc, on s'est souvent fait solliciter. C'est sûr que toutes les particularités de chaque poste fait que, comme Marc-Claude l'a dit, il faut penser là, en dehors du cadre puis voir ben c'est quoi qu'est-ce que ça amène pour chaque poste. Fait que tu sais, je dirais que nous, d'avance, on a déjà un cadre d'intégration de nouvel employé. Ce qui a peut-être été notre clé de succès, je dirais, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Christine, c'est qu'on a pris un pas de recul. On a embauché la personne, mais on a pris le temps de s'asseoir pour vraiment voir ben qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être sûr que ce soit mis en place avant l'arrivée de l'employé. Dans le cas de nos 2 personnes avec des troubles visuels, ben ils ont peut-être été engagés 2-3 mois avant, mais on s'est assuré que les choses étaient en place, que les systèmes étaient fonctionnels. Notre personne non-voyante de venir voir comment le clavier en braille marchait. OK, il manque un petit ajustement. OK, on te fait revenir, mais on commencera pas tant que tout est pas optimal pour toi. Puis je dirais que, tu sais, quelque chose que je trouve intéressant dans ce que Marie-Claude mentionnait, Christine, mais c'est vraiment la loyauté de ces employés-là. Quand on fait une bonne intégration puis qu'on fait des petits ajustements des fois pour les intégrer, ben c'est des gens qui restent très longtemps. Tu sais, nous, les 2 personnes dans un cas d'handicap visuel, c'est des gens que ça fait 7 ans qui sont chez nous puis qui sont performants puis qui sont à leur place, puis que, tu sais, que c'est des histoires à succès. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut juste se donner le temps de bien le faire pour pouvoir se permettre une bonne intégration de ces personnes. D'accord. Merci, Hélène. Je vais laisser une personne. Tu voulais intervenir, oui, Marie-Claude? Je voulais juste dire, dans le fond, je ne sais pas si ça répond aussi à la question, mais si jamais c'est des employeurs qui se questionnaient sur justement comment on fait pour intégrer tout ça dans une politique d'accueil de nouvel employé, mais on peut vous accompagner pour le faire parce que c'est aussi des besoins individuels. Tu sais, on ne peut pas tout inclure, ça ne finira pas, là, cette politique-là, mais on peut là, tu sais, créer, je ne sais pas, des annexes particuliers pour une personne, des choses comme ça. On fait la même chose aussi avec les syndicats. Il y a plein de choses comme ça là, qui peuvent être faites, puis vous pouvez encore là être accompagné pour le faire. D'accord. Alors, je vais continuer avec les questions écrites. On parlait d'une situation, ça c'est une question en lien avec
l'autodévoilement. Alors, je vous laisserai répondre l'une ou l'autre. Je pense que tout le monde peut répondre à cette question. Quand la personne a besoin, disons, l'équipe de travail a besoin d'être préparée, mais la personne concernée, le nouvel employé en situation de handicap, ne souhaite pas dire forcément à ses collègues ses besoins particuliers. Comment, Marie-Claude, peut-être, comment vous accompagnez cette situation-là, par exemple? Bien, c'est sûr que ça prend quand même l'accord de l'employé, là. C'est une situation personnelle, donc par contre, comme je dis, on peut s'entendre sur ce qu'on dit, le lexique utilisé. Tu sais, si je prends par exemple l'exemple que j'ai donné pour la santé mentale au niveau du stress, la pression, on n'a pas besoin de donner le diagnostic de santé mentale, puis on n'a pas besoin même pas de nommer santé mentale, mais juste de dire que cette personne-là a une fragilité avec le stress, la pression. C'est tout. Il faut vraiment là, s'entendre sur un lexique et dans le fond, là, la personne souvent nous autoriser à parler à l'équipe de travail sans elle être là. Parce que, tu sais, des fois, ça peut être, dépendamment des situations, ça peut être confrontant. Il y en a qui aiment mieux ça qu'être présent, mais il y en a ils sont moins à l'aise avec ça. Alors, à ce moment-là, on convient de ce que la personne nous autorise à dire, puis on peut le faire là en 2 temps différemment. Donc, parce que, puis la personne est toujours libre de ne pas nommer ses besoins. Par contre, on nomme aucun besoin, ben l'employeur, il peut pas deviner non plus ce qu'on a besoin. Donc, là, à ce moment-là, c'est un choix là de la personne, mais tu sais, on y va avec le niveau d'aisance des gens, puis des situations aussi. Puis, on est toujours arrivé à trouver des compromis là, satisfaisants pour tout le monde rendu là. Mais c'est sûr que, comme Christine a nommé, intervenir juste au moment où ça va vraiment plus bien, c'est généralement pas... En tout cas, des fois, on arrive à résorber les situations, là, mais d'y aller en prévention, comme on nomme depuis le début, c'est toujours gagnant. Bien sûr. Christine, tu voulais compléter là-dessus? Vas-y, je t'écoute. Ben, moi, comme je l'ai dit, j'ai pas honte de ce que je suis et je le dis et j'ai aucun problème à ce que tout le monde sache que je suis autiste. Mais il y a beaucoup de gens, ils me disent, je l'aurais jamais su si on me l'aurait pas dit. Moi, dans mon cas, j'ai aucun problème. On aurait très bien pu dire, justement, ben écoute, moi, des fois, j'ai de la misère à comprendre les sous-entendus, fait qu'il faut que tu sois clair avec moi. Juste à dire ça peut déjà prévenir beaucoup de situations. Comme Marie-Claude dit, des fois, si on intervient des fois trop tard, on atteint un point de non-retour où la frustration s'est tellement accumulée que les gens ne veulent plus, ils veulent plus faire d'efforts, ils veulent plus travailler en handicap, ça leur tente plus. Puis souvent, ben, c'est très difficile aussi pour la personne. C'est trop tard. Une dernière question, peut-être pour Hélène. On n'a pas parlé de cet acteur-là. Vous saviez que je voulais inviter quelqu'un qui le représentait, mais ça n'a pas marché finalement. Mais le syndicat. Donc, dans les milieux syndiqués, qui sont quand même nombreux au Québec, on le sait tous, est-ce que c'est un acteur qui doit être impliqué dans toutes ces choses-là, dans l'accueil et l'intégration, un partenaire? Mais je dirais qu'au niveau du syndicat, on a des équipes qui sont syndiquées dans notre vice-présidence. Donc, oui, c'est des équipes qu'on doit leur mentionner, mais au final, au niveau du travail, c'est des petites adaptations qu'on fait, dans le fond, pour bien les intégrer. Fait que souvent, ça ne change pas la nature du travail, ça ne change pas la nature de la convention collective, je dirais, qu'il y a derrière tout ça. Fait que, tu sais, c'est... dans notre cas, c'est vraiment une transparence envers l'équipe syndicale de le mentionner, mais ça ne changeait pas notre méthode ou notre approche qu'on voulait avoir pour l'intégration de ces employés-là. D'accord. Ça devenait des partenaires avec nous. Alors, je vais prendre une dernière question parce que je vois que le temps file, même si j'aimerais traiter toutes les questions. Une question qui est importante, Marie-Claude. Il y a des gens qui se posent des questions sur la productivité. Est-ce que vous, comme ressources externes, vous avez des outils pour évaluer la productivité d'une personne X dans un poste donné? Bien, c'est sûr que c'est pas des outils de standardisation, tout ça, parce que c'est trop variable d'une personne à l'autre, d'un poste à l'autre. Mais oui, on peut aller, bien, premièrement,
déjà, on connaît bien nos chercheurs d'emploi. Donc, on connaît déjà quand même là, leur niveau de productivité globale habituel. Sinon, on peut aller faire beaucoup là, d'observation, dépendamment aussi des postes. Les gens, par exemple, qui vont être, là, je dis n'importe quoi, mais travailler sur une chaîne de production, ben là, il y a une cadence déjà respectée. Donc, c'est facile de comparer la cadence habituelle de la cadence de cette personne-là. Et on va beaucoup y aller là en fonction de des situations évolutives. Donc, c'est pas parce que à la journée 1, la personne a ce niveau de productivité-là que 6 mois après, elle va avoir la même chose, puis que 3 ans après, elle va avoir la même chose. Donc, c'est des situations qui sont réévaluées là, régulièrement. Mais effectivement, là, surtout dans le cas où il y a des programmes de subvention justement pour compenser pour dans le fond, l'impact de la productivité de la personne. C'est font partie de notre quotidien à aller réévaluer là, ces situations-là. Merci Marie-Claude. Donc, on va déjà conclure cette activité pour aujourd'hui. J'espère que ça a parti à un débat intéressant aussi parmi nos participants. Mesdames, je tiens à vous remercier très chaleureusement là pour votre contribution à ce webinaire qui est fort éclairant. Je remercie bien sûr aussi tous nos participantes et nos participants. Là, ils étaient nombreux aujourd'hui. Pour les participants, je vous invite à compléter. On a toujours un désir de s'améliorer. Alors, de compléter l'évaluation qui va vous être envoyée juste après la fin du webinaire. Ça serait vraiment très apprécié. Je rappelle que le webinaire, comme il a été enregistré, c'est effectivement pour être rediffusé ultérieurement. Donc, toutes les personnes inscrites d'une manière générale recevront un courriel avec ça. Et puis, nous essaierons de compléter la vidéo par un petit document avec des ressources complémentaires, donc pour pousser plus loin la réflexion. Je vous rappelle aussi que le webinaire, en fait, est le 3e déjà d'une série de 4 que nous avions prévu d'offrir en 2001 comme comité. Le prochain webinaire aura lieu le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées, et portera justement sur le développement des compétences, qui est vraiment un sujet d'actualité en 2021. En attendant, finalement, je vous invite à vous abonner. On est sur les réseaux sociaux depuis le début du mois de septembre. Donc, si vous voulez suivre plus facilement et simplement nos activités, vous pouvez le faire sur Facebook ou sur LinkedIn. Et enfin, je vous souhaite une bonne poursuite de journée. Puis, à bientôt, j'espère. Au revoir.